Très bien. Bonjour Jean, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle contribution des 17e rencontres d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. Rencontre annuelle depuis donc 17 ans qui s'appelle Actualité de la pensée, Nouvelle pensée critique et actualité de la pensée de Marx vers de nouveaux horizons de civilisation. Et cette année, nous avons proposé d'explorer un petit peu le thème suivant qui s'appelle Révolution. Vous avez dit Révolution. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean Bricmont qui maintenant commence à être un habitué, je dirais, de nos rencontres, physicien et essayiste, professeur émérite de physique théorique à l'Université de Louvain et membre de l'Académie royale de Belgique. Et il est donc essayiste et il nous propose aujourd'hui de nous parler du marxisme occidental et plus particulièrement, vous verrez, de Losordo qui vient de décéder il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je te donne la parole, Jean. Ok, merci. Merci à toi et merci à Espace Marx de m'inviter. Alors, je vais commencer par une image qui me paraît particulièrement ignoble, mais qui est assez représentative de ce dont je vais parler. Vous avez l'armée de l'air israélienne qui vient à la rescousse d'une femme iranienne pour les libérer. Alors, le livre dont je vais parler, c'est le dernier livre, parce qu'il est mort maintenant de Losordo, qui s'appelle Le marxisme occidental et qui est édité par un certain Gabriel Rockhill, alors, qui est édité. Et ce livre est une réponse au livre de Perry Anderson, qui est un marxiste anglais, plus ou moins trotskiste, de 76, Consideration of Western Marxism, qui appelait les marxistes occidentaux à se déclarer totalement distincts et indépendants de la caricature du marxisme régnant dans les pays qui se situent à l'Est. Perry Anderson a longtemps été éditeur de la New Left Review, donc de la Nouvelle Gauche. Le livre de Losordo est édité par Gabriel Rockhill, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Villanova, qui est une petite université en Pennsylvanie, mais aussi à l'EHSS. Il a été très attiré par la French Theory, on y reviendra. Il a travaillé avec Irigaray, Derrida, Badiou, mais il en est revenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il se consacre à la critique de ce qu'il appelle l'industrie mondiale de production de la théorie. Alors, il y a déjà un livre de lui en français, en partie, qui est de lui avec Émeric Monville en conversation avec Jennifer Ponce de Leon, qui est une chercheuse assez proche de Rockhill, qui s'appelle Requiem pour la French Theory. Alors, un livre que je veux signaler, qui sera probablement réédité par Delga, qui est très, très important, d'une certaine Française Stonor Saunders, qui s'appelle Qui mène la danse, la CIA à la guerre froide culturelle. Alors, il faut comprendre qu'à la fin des années 50, la CIA a rompu avec le macartisme. À l'époque du macartisme, si vous voulez, on mettait tout le monde dans le même sac. Vous parlez de pauvreté aux États-Unis, de discrimination raciale, hop, vous étiez communiste. La CIA a compris qu'il fallait être beaucoup plus intelligent que ça, parce que ça multiplie évidemment le nombre de communistes. Euh, il fallait être beaucoup plus intelligent que ça. Et ils ont encouragé tout ce qui en Europe était de gauche non communiste. Pas nécessairement anticommuniste, mais non communiste. Et ils ont créé ce qu'ils appellent le Congrès pour la liberté et de la culture, qui était financé par eux, et ils avaient des bureaux dans des tas de pays, des employés, des journaux, des conférences internationales, etc., etc. Et Adorno et Horkheimer, qu'on retrouvera dans cet exposé, qui sont les fondateurs du marxisme, ce qu'on appelait le marxisme culturel, l'école de Francfort, sont les ancêtres du marxisme occidental, évidemment, ils collaboraient à cette entreprise. Alors, ils ont promu l'art abstrait contre l'art réaliste socialiste, Jackson Pollock, par exemple, si vous connaissez. Et alors, une des derniers chefs-d'œuvre de cet art, c'est cette banane collée à un mur, qui s'est vendu pour quelque chose comme 6 millions d'euros. Les auteurs et les acteurs du marxisme occidental, c'est Hans Bloch, qui était un socialiste enfin, qui a commencé autour de la guerre de 14, puis toute l'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, Žižek, qui était un philosophe d'origine slovène, Artenegri, Althusser, Badiou, et aussi sont discutés dans le livre comme étant de gauche mais non marxistes, Arendt, Sartre et Foucault. Les thèmes du marxisme occidental, c'est la priorité à l'émancipation de l'individu, l'abolition de l'État-nation, ça c'est très très fort et c'est vraiment central chez Bloch, Adorno, tous ces gens-là. Indifférence ou hostilité aux luttes anti-impérialistes, anti-totalitarisme évidemment, supériorité du système libéral et chez des gens comme Bloch par exemple qui parlent toujours d'utopie concrète, purisme révolutionnaire et utopisme. Les acteurs et les auteurs du marxisme oriental, alors évidemment,
ces notions ne sont pas géographiques. On peut dire que le Japon fait partie de l'Occident. Donc, c'est des notions conceptuelles et en réponse au livre de Perry Anderson. Vous avez en partie Marx et Engels, qui avait d'autres sujets. Lénine et Staline, Mao, Ho Chi Minh, Castro, Ortega, Chavez et Maduro, en fait, des dirigeants révolutionnaires dans le sud global, et aussi Togliatti, que Losordo, évidemment, aime beaucoup. Comme il dit, il est pratiquement oublié. C'était le dirigeant du Parti communiste italien après-guerre. Les thèmes du marxisme oriental, c'est la priorité donnée à l'indépendance et la souveraineté nationale. Il y a des alliances multiples pour défendre celle-ci. Par exemple, maintenant, entre le Venezuela et l'Iran. Les Vénézuéliens, ils ne sont pas pour qu'on voile les femmes, mais c'est une affaire intérieure iranienne pour eux, contrairement à ce qui se passe pour nous. Évidemment, il y a aussi des rapports entre les Russes et les talibans, bien qu'il y ait eu une guerre dans le temps entre l'URSS et l'Afghanistan. Priorité au développement économique et priorité du collectif sur l'individu. Alors, je pense que c'est assez amusant au moins à écouter, quelques citations de marxistes occidentaux, qui ne sont en général pas très connus, mais qui sont cités par Losordo. J'ai mis les pages du livre, dans le livre de Losordo. Horkheimer regrettait que les Soviétiques aient abandonné l'abolition de l'État pour se concentrer sur le problème du développement accéléré d'une patrie industriellement arriérée. Il est vrai quelle idée bizarre. Quand disait-il ça en 1942? C'est vrai qu'en 1942, il aurait mieux valu que Staline ait aboli l'État. Adorno, quant à lui, pendant la guerre du Vietnam, disait: il serait difficile de croire que le Vietnam prive qui que ce soit de sommeil, surtout vu que tout adversaire des guerres coloniales doit savoir que de son côté, le Viet Cong utilise des méthodes de torture chinoises. Bon, je veux dire, les Sud-Vietnamiens aussi. Et d'autre part, c'est toujours des arguments que je trouve ridicules qu'ils ont supposé expliquer des bombardements massifs, défoliants, bombardements, minage des ports, tout ce que vous voulez. Bon. Hannah Arendt, qui est probablement la plus connue de toutes, elle n'est pas marxiste, mais elle fait partie de cette galaxie. Elle a écrit un livre très connu sur la Révolution, où elle fait l'apologie de la Révolution américaine par rapport à l'échec de la Révolution française, qui est un thème que vous retrouvez autour du 200e anniversaire, etc., de la Révolution française, avec Furet, etc. Elle dit que Marx est l'auteur de la doctrine la plus pernicieuse de l'âge moderne, la plus pernicieuse, à savoir que la vie de la société est le vrai centre des efforts humains. Elle dit aussi que cela a amené Marx à sacrifier la liberté à la nécessité. Il a fait ce que son maître en révolution, Robespierre, a fait avant lui et que son plus grand disciple, Lénine, a fait après lui. Elle écrit cela en 1963, alors que la discrimination raciale règne, qui est une entrave à la liberté, et ça c'est ce que Losordo souligne toujours, règne aux États-Unis et que ceux-ci s'engagent dans la guerre du Vietnam. Alors, lors de la guerre israélo-arabe de juin 67, Adorno et Horkheimer, évidemment, sont totalement pro-Israël. Ernst Bloch, que j'ai mentionné précédemment, qui était le philosophe de l'utopie concrète, il regrettait qu'Israël ait été fondé par le nationalisme Herzl au lieu du socialiste et internationalisme Moses Hess. Il envisageait une symbiose future entre Arabes et Juifs. Bon, il faut reconnaître qu'on attend toujours cette symbiose future, mais bon. Il accusait Nasser de son côté, puisque la guerre était avec l'Égypte, de suivre un modèle nazi et d'être inspiré par une haine envers les Juifs allant jusqu'à la solution finale, avec la complicité de l'ensemble du monde arabe. Par conséquent, la gauche qui soutient la cause arabe émet les sons d'un pogrom, consciemment ou non. Avouez que tout ça aurait pu être écrit avant-hier, sauf qu'il faut remplacer Nasser par Hamas, Hezbollah, la gauche, la France insoumise, je ne sais pas quoi. Bon. Marcuse est plus subtil. Il reconnaît les terribles injustices liées à la création d'Israël, mais considère qu'on ne peut pas réparer cette injustice en créant une autre, à savoir la destruction d'Israël. Et par conséquent, la guerre préventive contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie peut et doit être comprise et justifiée. De nouveau, c'est le genre de truc que pourrait être écrit avant-hier. Et la guerre n'était pas préventive, c'est quelque chose que De Gaulle savait très bien. Il avait très bien expliqué dans sa conférence de presse de 67, à laquelle je vous renvoie. Foucault, qui est le penseur peut-être de l'après Sartre, on va dire, c'est que tout ce que cette tradition socialiste a produit dans l'histoire doit être condamné. Et d'après Rockhill, en privé, il disait: je suis un anticommuniste primaire. Althusser est comme arrivé à le considérer comme le plus prestigieux philosophe marxiste de son époque. Arte Negri, qui sont les écrivains, la multitude, etc. C'est une ironie tragique que le socialisme national en Europe en est venu à rassembler le national-socialisme parce que, ça c'est toujours le thème principal, la machine abstraite de la souveraineté nationale est au cœur des deux. Zizek, alors lui c'est le champion en toute catégorie, il a été élu en 2012 comme un des 100 penseurs globaux par Foreign Policy, un journal lié au département d'État américain. Et la grande idée de Zizek d'après ce journal est que la grande révolution que la gauche attend n'arrivera jamais. Je remarque que Cheney et Netanyahou ont eu cet honneur d'être un des penseurs globaux.
Zizek sur les bombardements de l'OTAN en Yougoslavie. Précisément en tant que personne de gauche, ma réponse à la question bombardée ou non est pas encore assez de bombes et elles arrivent trop tard, elles viennent trop tard. Il a aussi déclaré, j'ai toujours été en faveur d'intervention militaire de l'Occident. Alors, comme il n'en rate pas une, il a aussi dit que le problème d'Hitler, c'est qu'il n'était pas assez violent. Mao Tse-tung, selon lui, a pris la décision impitoyable de faire mourir de faim des dizaines de millions de personnes. Même le livre noir ne dit pas que c'était une décision délibérée, mais bon. Et alors, même sur le thème qui est le thème sacro-saint de la gauche occidentale, qui sont les réfugiés, il dit que c'est un simple fait que la plupart des réfugiés viennent d'une culture incompatible avec les notions de droits de l'homme de l'Europe occidentale. En tête dans l'article, est-ce que l'Ukraine devrait avoir des armes nucléaires? On lit Slavoj Žižek rejette l'idée que le tir de missiles occidentaux sur des cibles russes représente une escalade dangereuse. C'est très rassurant. Alors, ce que dit Rockhill, qui a été séduit par Žižek, comme il l'explique, il dit Žižek pourrait prendre les positions politiques les plus réactionnaires que l'on puisse imaginer, les faire diffuser dans le monde entier par l'appareil culturel capitaliste et continuer à être présenté comme un intellectuel de gauche de premier plan. En fait, c'est précisément ce qu'il a fait. En tant que jeune étudiant en philosophie aux États-Unis au début des années 90, je dois admettre que j'ai été trompé par ce bonimenteur et le système qu'il a promu. Cette situation, son admiration pour Zizek, a atteint son paroxysme en 2001 lorsqu'il a tenté d'expliquer les événements du 11 septembre par une interprétation lacanienne effrontée de la matrice, donc du film. Bien qu'elle se soit vendue comme des petits pains, ces prises de vue n'ont rien à envier aux analyses matérialistes rigoureuses de l'histoire de l'impérialisme américain et des machinations de son état de sécurité nationale, qu'il s'agisse des travaux de Noam Chomsky ou mieux encore de ceux de Michael Parenti. Alors Badiou, dans une conférence très récente, le 18 novembre de cette année, il dit dans l'idée communiste nouvelle, il faut soutenir et dire que la limitation nationale des révolutions au XXe siècle a été une des grandes faiblesses de l'idée communiste. L'État en tant qu'État national a subverti la capacité universelle de l'idée communiste. La limitation nationale des révolutions a été une faiblesse. Bon, on remarquera que ça, évidemment, c'était le thème principal de Trotsky et des trotskistes, mais comment voulez-vous faire une révolution mondiale si les autres pays n'en veulent pas? Alors il dit, Badiou continue, le cadre dans lequel nous devons penser et agir doit se dire simplement, il y a un seul monde. Il y a un seul monde et c'est à cette échelle du seul monde d'existence des sujets humains qu'il faut prononcer nos verdicts. Cet énoncé, il y a un seul monde, est particulièrement simple, mais il en pratique extraordinairement difficile dans nos pays prospères et protégés. Il faut cependant soutenir qu'il y a un seul monde et que le devenir de ce monde est interne à l'idée communiste. C'est là mon troisième point. Le quatrième point, c'est que la synthèse du réel local des expériences politiques construisant des lieux et de l'imaginaire historique global directement internationaliste définit un sujet politique engagé dans ce que j'appellerais une action sans frontières. Là, la dernière phrase, c'est du Badiou typique, c'est pas du tout clair ce qu'il veut dire, mais la conclusion, c'est le sans-frontiérisme. Badiou dit cela, peu après que les pays du BRICS, auxquels on viendra, se soient réunis à Kazan et ont réaffirmé en priorité leur soutien à l'indépendance et à la souveraineté nationale, y compris d'ailleurs pour nos pays soi-disant protégés. Alors maintenant, je vais passer à des marxistes orientaux, ce qui n'est par opposition aux occidentaux. Marx disait, nous ne nous présentons pas devant le monde comme des doctrinaires avec un nouveau principe. Voici la vérité, inclinez-vous devant elle. Nous ne disons pas au monde, arrêtez de vous battre. Votre lutte n'importe pas. Nous voulons seulement montrer au monde ce pourquoi il se bat. C'est très différent de l'idée communiste chez Badiou. L'idée communiste chez Badiou, ça doit d'une certaine façon être une idée qui doit planer au-dessus des luttes concrètes, tandis que Marx et Engels disaient toujours qu'ils veulent partir des luttes concrètes réelles. Le communisme, c'est le mouvement réel des masses et pas un truc qu'on impose de l'extérieur. Marx disait aussi la profonde hypocrisie et la barbarie inhérente de la civilisation bourgeoise se dévoilent devant nos yeux, partant de chez elle où elle adopte des formes respectables vers les colonies où elle se montre toute nue. Lénine, quant à lui, disait les personnalités les plus libérales et radicales de la Grande-Bretagne libre deviennent de véritables Gengis Khan quand on leur confie le gouvernement de l'Inde. Et Ho Chi Minh, c'est très touchant ce qu'il disait au congrès de Tours, donc qui a créé le Parti communiste français, enfin là, en 1920, disait aujourd'hui, au lieu de contribuer avec vous à la révolution mondiale, je viens avec une grande tristesse parler comme membre du Parti socialiste, donc de la SFIO de l'époque, contre les impérialistes qui ont commis des crimes abominables dans mon pays natal. Mao Tse-tung, quelles que soient les classes, les partis, les individus d'une nation opprimée qui se joignent à la révolution, et qui soient eux-mêmes conscients de ce point ou qu'ils le comprennent, tant qu'ils s'opposent à l'impérialisme, leur révolution devient une partie de la révolution socialiste mondiale et ils deviennent ses alliés. C'est très très clair que la question nationale passe avant la question sociale, et c'est encore plus clair
c'est un auteur, j'espère qu'on peut citer dans un séminaire Marx, c'est Staline qui disait la lutte que j'adore cette citation, la lutte que l'émir d'Afghanistan mène pour l'indépendance d'Afghanistan est objectivement une lutte révolutionnaire malgré les opinions monarchistes de l'émir et de ses associés, car elle affaiblit, désintègre et sape l'impérialisme. C'est un texte appelé La question nationale où il oppose justement cet émir aux sociodémocrates anglais qui veulent réduire l'Afghanistan. C'est une citation que je prends toujours dès qu'on parle des talibans, de l'Iran, de la Syrie, Hezbollah, Hamas, etc. Alors, je vais maintenant passer à ce qui me semble une analyse qui est un peu la mienne, les étapes de l'impérialisme et puis les étapes de la désoccidentalisation du monde auxquelles je vais passer. La première étape, évidemment, c'est l'époque coloniale où on extrait pratiquement pour rien des matières premières agricoles et minérales. Et c'est essentiel parce que vous voyez l'effondrement de nos économies, en tout cas de l'économie allemande, à cause des sanctions anti-russes. Après, vous avez l'étape de la main-d'œuvre, à la fois immigrée après-guerre et par délocalisation dans l'époque plus récente, où là, on utilise en fait le fait qu'il y a une main-d'œuvre bon marché qui est disponible. Et alors, la troisième étape, celle qui me choque le plus, c'est le vol des cerveaux qui est nécessaire pour pallier à l'effondrement de notre enseignement. C'est quelque chose qui m'a très fort frappé aux États-Unis. Et maintenant, dans un article récent, très récent du Wall Street Journal, on lit la Chine bombarde les talents technologiques d'offres d'emploi. Bon, c'est les États-Unis qui bombardent, mais eux, ils voient tout comme des bombardements. L'Occident s'affole. Les entreprises chinoises proposent de tripler le salaire des ingénieurs pour tenter de rattraper la Silicon Valley et d'autres centres dans la bataille pour la suprématie technologique. Ça, je trouve ça très comique parce qu'ils disent l'Occident s'affole. Mais qu'est-ce que nous, on devait dire après-guerre? Après-guerre, les États-Unis ont raflé tous les scientifiques qui pouvaient en Europe occidentale. Après la chute du mur, ça a été l'Europe orientale et l'ex-Union soviétique. Ça a été l'Amérique latine, ça a été l'Asie. J'étais dans les départements aux États-Unis où il y avait pratiquement que des Asiatiques, Indiens, Chinois, Coréens, etc. Et donc, bon, maintenant, on s'affole si les autres font ce qu'on a fait pendant des années. Les États-Unis, leur puissance économique, militaire, etc., n'existerait pas s'il n'y avait pas le vol des cerveaux. Je dis, ils vivent de ça, ou de descendants, d'immigrés, etc. Et donc, c'est très comique qu'eux considèrent maintenant que c'est un danger si les Chinois font ce qu'eux ont fait pendant des décennies. Ceci dit, pour rattraper la Silicon Valley, je ne sais pas. Mais en tout cas, les Chinois, pour le moment, sont en tête dans toutes sortes de technologies. L'Europe n'existe pas. L'Europe, elle est morte avec l'Union européenne, c'est terminé. Mais les États-Unis sont dépassés par la Chine dans les technologies quantiques, dans les véhicules électriques, dans les trains à grande vitesse, évidemment, dans la recherche spatiale, enfin, dans plein de domaines. Et donc, c'est quelque chose à quoi il faut penser parce qu'évidemment, c'est important pour l'avenir. Alors maintenant, je vais donner ce qui me semble être les étapes de la désoccidentalisation du monde. D'abord, Bakou, 1920, vous connaissez sûrement ça, le Congrès des peuples de l'Orient. Alors, Pierre Brouet écrit que c'est le début d'un long développement, d'un tournant dans l'histoire de l'Orient en particulier, et d'un mouvement des nationalités qui prenait historiquement appui sur la révolution russe. Mao, lui, écrivait avant la révolution d'octobre, les Chinois n'avaient jamais entendu parler non seulement de Lénine, mais aussi des noms de Marx et Engels. Le grondement des canons de la révolution d'octobre nous a apporté le marxisme-léninisme. Il nous faut suivre la même voie que les Russes, 1849. La deuxième étape, selon moi, c'est la conférence de Bandung en avril 1955 en Indonésie, qui réunissait les représentants de 29 pays africains et asiatiques, dont Nasser en Égypte, le type qui voulait tuer les Juifs, Nehru en Inde, Sukarno et Chou En-lai. Cette conférence marqua l'entrée sur la scène internationale des pays du tiers-monde. Ceux-ci ne souhaitant pas intégrer les deux blocs qui se font face, menés par l'URSS et la Chine, l'URSS et les États-Unis, pardon, choisissent le non-alignement, le mouvement des non-alignés qui existe toujours aujourd'hui, et qui est fort affaibli, mais qui existe toujours. Alors, la troisième étape, ça on arrive à l'époque actuelle, c'est les BRICS plus à Kazan, ce que j'appelle la révolution sans fanfare, c'est-à-dire que, évidemment, à Bakou, il y avait toute la rhétorique révolutionnaire, à Bandung, il y avait toute la rhétorique tiers-mondiste, et ici, il n'y a pas de rhétorique du tout, mais c'est peut-être plus efficace. Vous avez les 5 pays fondateurs, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, plus l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les États arabes unis. Ils sont 5, hein, ils sont 9 plus 13 pays partenaires. Alors, vous avez l'Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ouzbékistan et Vietnam, ce qui n'est pas rien. Et le but, c'est la dédollarisation des échanges internationaux. Alors, Trump a déjà menacé de mettre 100% de droits de douane sur les importations de pays cherchant à se libérer des dollars.
Ce qui montre aussi que tout le baratin sur le libre-échange, la liberté de commerce, etc., c'est du baratin, parce qu'évidemment, si vous voulez échanger avec quelqu'un dans la monnaie nationale, après tout, c'est ce que les Français font en Europe, on utilise l'euro, si on veut utiliser la monnaie nationale, c'est absolument pas contre les principes du libéralisme ou du libre-échange, mais ça affecte l'hégémonie américaine et c'est précisément ce que Trump veut préserver. L'Institut Montaigne, qui est un institut libéral et donc atlantiste, dit de façon, à mon avis, très lucide, le lien le plus structurant qui réunit les BRICS anciens et nouveaux des BRICS est l'aspiration à constituer un espace libre de sanctions occidentales. Quelle horreur, vouloir un espace libre de sanctions occidentales, c'est évidemment ceux qui veulent, et l'Institut Montaigne, évidemment, nous met en garde contre cette tragédie. Alors je conclus en disant que nous sommes déjà dans une guerre mondiale économique et militaire avec la Russie, la Chine, l'Iran, le Liban, la Syrie, la Palestine, le Venezuela, Cuba et leurs alliés, contre l'Occident collectif, c'est-à-dire les États-Unis et leurs alliés et Israël, alliés, longtemps on disait laquais, mais maintenant devenu poli. Quel est le bilan du marxisme occidental? Mais en fait, comme le trotskisme, c'est une espèce de version intellectuelle, pas grand-chose. Ils ont colonisé les universités américaines sous diverses formes, French Theory, marxisme culturel, wokisme, etc. Mais ils n'ont engendré aucun mouvement en faveur des travailleurs ou de la paix ou anti-impérialiste. C'est resté un mouvement purement académique. Et ce mouvement a servi d'épouvantail à la droite américaine, lui permettant d'agiter une menace totalitaire ou même communiste qui menacerait les citoyens américains. La déconnexion entre les marxistes occidentaux et les masses font qu'ils sont démunis face à ces attaques. On l'a vu dans toute la campagne de Trump qui a fait de l'agitation, les républicains ont fait de l'agitation sur le wokisme, etc., qui, à mon avis, a un faux débat, mais ça leur a, les marxistes occidentaux ont permis de créer cette cible. Et en fait, c'est très ironique. La seule protection de ces gens à l'université, c'est leur sécurité d'emploi qui est due indirectement à cet État qu'ils veulent abolir. Alors, je vais faire quelques remarques, puisque tu m'as parlé que vous avez montré un film sur Chomsky. C'est peut-être intéressant que je cite un peu ce que disait Chomsky sur la French Theory. Ces auteurs sont notoirement obscurs. Un des premiers et plus persistants critiques de style est Noam Chomsky. Ces remarques ont une certaine valeur pédagogique. Quand on lui reproche de ne pas avoir de théorie, on lui reproche ça souvent, contrairement à Foucault et à d'autres, contrairement aux auteurs de la French Theory, il répond qu'il ne les comprend pas et que personne ne les lui explique. Il ajoute, comme personne, la première possibilité, c'est qu'on lui explique. Comme personne n'a réussi à me montrer ce qui me manque pour comprendre, il nous reste la deuxième option. Je suis tout simplement incapable de comprendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on me dit tout le temps, à moi par exemple. Je suis certainement prêt à l'admettre, mais je crains de devoir rester méfiant pour ce qui me semble être de bonnes raisons. Et ça, c'est une remarque épistémologique, on va dire, qui est assez importante. Et aussi par rapport à certains théoriciens marxistes comme Poulantzas, par exemple. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Par exemple, les derniers débats sur la question de savoir si un neutrino est une masse, ou la manière dont le dernier théorème de Fermat a apparemment été prouvé récemment. Mais en 50 ans de carrière, j'ai appris deux choses. Un, je peux demander à des amis qui travaillent dans ces domaines de me les expliquer à un niveau que je peux comprendre, et ils peuvent le faire sans difficulté. Et si cela m'intéresse, je peux en apprendre davantage pour arriver à les comprendre. Or, Derrida, Lacan, Lyotard, Kristeva, etc., même Foucault, qui est un peu différent, écrivent des choses que je ne comprends pas non plus. Mais un et deux ne s'appliquent pas. Personne qui dit les comprendre ne peut me les expliquer, et je n'ai pas la moindre idée de la façon de procéder pour surmonter mes échecs. Il ne reste donc que deux possibilités. A. Une nouvelle avancée dans la vie intellectuelle a été réalisée, peut-être une mutation génétique soudaine, qui a créé une forme de théorie dépassant en profondeur la théorie quantique, la topologie, etc. Ou B. Je ne l'expliquerai pas. Une autre remarque, mais ça c'est de moi, c'est que les philosophes préférés de cette époque pour Foucault, Derrida, etc., étaient Nietzsche et Heidegger. Nietzsche est quelqu'un sur lequel Derrida a beaucoup écrit et qui était vraiment le penseur réactionnaire du XXe siècle. Et Heidegger, je ne sais pas ce que je dois dire, mais euh, comment dirais-je, il a quand même été nazi pendant la période nazie et comme dit Rockhill, il n'a pas changé d'avis après. Et je trouve toujours ça comique que quand je parle de Heidegger, tout le monde le connaît, mais quand je parle de Russell, en France en tout cas, peu de gens le connaissent ou même peuvent orthographier son nom correctement. Alors maintenant, je vais donner quelques conséquences indirectes de la domination du marxisme occidental dans la gauche française. D'abord, un article de mars 2011, un peu avant l'intervention de l'OTAN en Libye, appelant évidemment à l'intervention, signé par les suspects usuels, Bruckner, Cohn-Bendit, Ansel, Enthoven, Glucksmann, Kouchner, Lanzmann et BHL. Évidemment, vous me direz, ces gens ne sont pas des marxistes occidentaux. OK, OK. Mais plusieurs d'entre eux sont des ex-68ards. Or, la période des années 60, en particulier les années 68, enfin les années autour de 68, ont vu l'émergence du marxisme que j'appelle occidental dans la gauche et la disparition
de ce qu'ils appellent le stalinisme. Alors, vous pouvez me dire, bon, mais ces gens ont tourné leur veste, etc., etc. Je ne le pense pas, mais bon, admettons. Ici, j'ai un tract qui a été distribué à Toulouse, juste un peu avant l'intervention, qui appelle à l'intervention, qui appelle à arrêter le génocide, etc., qui dit où est l'Europe, où est la France, où est l'Amérique, pas les États-Unis, où est l'Amérique, où sont les ONG. Et donc, ils disent, alors ce qui est comique, c'est qu'ils disent, on dirait que pour les puissances occidentales, le pétrole est plus important que le peuple libyen. Alors, quand une intervention tourne mal, ils disent qu'elle a été faite pour le pétrole, et quand on n'intervient pas, ils disent que c'est à cause du pétrole. C'est toujours à cause du pétrole. C'est une explication qui passe partout. Et alors, donc, il faut se mobiliser pour la Libye, il faut une manifestation, mais la manifestation, elle peut être que pour encourager la guerre, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Alors, les signatures sont un petit, mais comme je les connais par cœur, je peux vous dire il y a Alternative Libertaire, il y a ELO, il y a le NPA, il y a le mouvement de la paix, qui est pour la guerre, évidemment, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a les communistes, donc vous avez un peu tout. Et ce qui est assez amusant, si on y réfléchit, c'est que tous les conflits, y compris sanglants du XXe siècle, entre trotskistes, anarchistes et communistes, ont disparu. Tous les débats entre réforme et révolution ont disparu. Tous les débats entre violence et non-violence ont disparu. Tout le monde est en rang par quatre derrière ce qu'il y a de plus violent et de plus nocif, à savoir les interventions de l'OTAN pour détruire un pays du tiers-monde. C'est absolument fascinant. Alors, quel est le bilan du marxisme oriental? C'est compliqué parce qu'en Occident, il a disparu. Il a été remplacé par le marxisme occidental et ce qu'on appelait le stalinisme s'est effondré. Mais les mouvements de désoccidentalisation du monde qu'il a engendrés continuent à travers les BRICS, l'alliance militaire de facto Russie, Chine, Iran, Syrie, la résistance héroïque en Palestine, la survie des mouvements d'indépendance en Amérique latine, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Mexique. Le monde multipolaire dont les graines ont été semées lors de la conférence de Bakou est en route et il est difficile de voir ce qui pourra l'arrêter. Alors, je vais terminer par une Badiou, dans la conférence mentionnée ci-dessus. En reste à l'apologie de la révolution culturelle, qui n'a pas laissé que de bons souvenirs en Chine, et méprise le capitalisme chinois post-Deng, sans dire un mot sur le fait que la Chine a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté. Alors, je ne peux pas m'empêcher de citer la remarque d'un marxiste, entre guillemets, oriental, qui est en réalité réellement d'origine orientale, mais qui est américain. Si le succès de la Chine est dû au capitalisme, ceux qui prétendent cela ne devraient pas avoir de problème à adopter certains aspects du système économique chinois. Il s'agit notamment de pas de propriété privée des terres, toutes les principales ressources, infrastructures et richesses naturelles appartiennent à l'État, abolir l'agence fédérale, la Banque fédérale, et la remplacer par une banque nationale détenue et contrôlée par l'État, une économie largement dominée par les entreprises publiques, des soins de santé gratuits pour les citoyens et des plans quinquennaux pour le développement de l'économie. L'élimination de Wall Street est fondamentalement de tout le secteur privé. Quand même, les secteurs qualifiés de privés, qui sont un outil utilisé pour pénétrer le marché mondial en Chine, sont toujours de facto contrôlés par l'État. Cela signifie que nous nationaliserions toutes les entreprises les plus performantes d'Amérique et les soumettrions à l'intérêt public. Les seules entreprises exemptées d'être gérées par le parti seraient les petites entreprises. Et il y aurait des exécutions massives de capitalistes de Wall Street pour avoir gaspillé la richesse de l'Amérique qui n'ont toujours pas été traduites en justice pour 2008. Ne vous inquiétez pas, c'est du capitalisme. Quel est le problème? Alors, je vais terminer. Bon, c'est peut-être un peu provocateur, mais en citant un échange entre deux héritiers du marxisme oriental, Xi Jinping qui disait à Poutine, nous assistons actuellement à des changements tels que nous n'avons pas connus depuis 100 ans, et c'est nous qui sommes à l'origine de ces changements. Je ne sais pas si c'est ça la révolution que vous souhaitez ou que nous souhaitons, mais c'est celle qui se passe actuellement dans le monde. Je vous remercie. Voilà, c'est terminé. Dominique? Dominique? Excusez-moi, Jean, j'ai oublié de remettre le son. Oui, alors je disais que ton intervention était tout à la fois, c'est d'autres personnes qui sont arrivées, tout à la fois une partie de ton point de vue et en même temps une recension du livre, du dernier livre de Losurdo avant son décès, hein, et qui fait une analyse, je dirais, des deux grands courants marxistes, entre guillemets, qu'il qualifie l'un
d'occidental et l'autre d'oriental. L'oriental étant, je dirais, entre guillemets, le plus classique. Mais on va préciser tout ça en discutant avec Jean. Déjà, il y a Eric qui souhaite intervenir. Vas-y, Eric. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Comme hier, ma caméra marche pas, donc il aurait fallu que je redémarre. Donc, je suppose que c'est pas mon image qui est c'est pas intéressante. essentiel. Voilà. Merci d'avoir programmé cette intervention. Alors, je dois dire que je suis un petit peu sur ma faim parce que j'ai du mal à distinguer ce qui est des positions de Jean Bricmont et ce qui est du livre lui-même. J'étais assez heureux de la programmation de cette intervention parce que effectivement, le livre sur le marxisme occidental n'est pas traduit. J'ai un ami italien qui m'avait dit que c'était pas le meilleur livre de Losurdo, mais bon, je voulais quand même avoir un peu une idée. Mais, mais je précise tout de suite que c'est pas son dernier livre. Alors, d'une part, il y a eu Guerre et Révolution au XXe siècle qui a été publié après. Et comme il n'est pas traduit en français, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Hein. Peut-être qu'il reprend d'autres textes. En tout cas, le dernier des derniers, il est posthume. C'est la question communiste, qui est la première partie rédigée de l'ouvrage sur lequel Domenico Losurdo travaillait juste avant sa mort, il y a plus de 5 ans. Et donc, il est publié malheureusement qu'en italien. J'essaye de démarcher pour sa publication en français. J'espère que je vais y arriver. D'ailleurs, je donne un petit peu un coup de pub à cette occasion parce qu'il y a beaucoup de livres de Leosurdo qui sont soit épuisés, soit non traduits. Les éditions Tandestrise ont mis à leur programme pour l'année prochaine la publication d'Heidegger et l'idéologie de la guerre, qui est épuisé. Les PUF le mettent même pas à leur catalogue, alors que c'est eux qui l'ont publié au début des années 90, qui est assez scandaleux. Et normalement, il devrait être donc republié par le Tandestrise l'an prochain. Je préfère faire ce petit coup de pub d'avance. Pour en venir au contenu, il y a une chose qui m'a un petit peu surpris dans la présentation, c'est le thème priorité du collectif sur l'individu. Alors, personnellement, j'ai jamais vu cette expression employée par Domenico Losurdo. Pourquoi pas, mais il me semble que ça, en tout cas exprimé ainsi, qu'elle peut esquiver ou mettre sous le boisseau une partie de la pensée de Domenico, qui est la revendication de l'héritage libéral, tout en affirmant la nécessité de s'affranchir des limites de cet héritage libéral. C'est quelque chose qui traverse son travail. Il y revient à plusieurs reprises dans Contre-histoire du libéralisme, dans d'autres livres. Dans cet ordre d'idées, de même, il a la même position par rapport à ce qu'on appelait à une époque les libertés bourgeoises. Et alors je sais plus si c'est dans le texte Togliatti et la lutte pour la paix. Il me semble que c'est dans ce texte. C'est soit dans ce texte-là, dans le texte sur 1956, qui est assez extraordinaire et assez riche, ce texte, où il écrit explicitement, il reprend une citation de Staline, je crois que c'est en 1952, qui d'après lui est soufflée par Togliatti et qui conseille aux communistes occidentaux de reprendre le drapeau des libertés bourgeoises. Donc, je suis un petit peu embêté par cette façon de présenter les choses je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, il y a au moins une partie de la pensée de Dominique Lourdes qui me semble absente et qui me paraît complètement essentielle. Lourdes revient sans arrêt, par exemple, sur la catégorie de dépassement. Alors,
il semble, j'ai discuté avec des spécialistes là, du débat entre abolition et dépassement dans le marxisme, avec Patrick Neuteret notamment, qui dit, avec la notion de dépassement, il y a un sens particulier en Italie qui est pardonné dans d'autres pays, etc. Mais en tout cas, Losurdo s'en revendique. Et derrière ça, il y a la question de l'héritage. C'est d'ailleurs un thème qu'il reprend de Gramsci. Mais ça traverse sa pensée. Dernière chose dans le même ordre d'idée, dans l'ambition de Dominique Lesurdo, il y a l'idée les termes qu'il emploie, je crois que c'est la reconstruction du matérialisme historique. Je pense que de ce point de vue, il faut se reporter au livre L'Humanité commune, où il y a la petite présentation, enfin, quand je dis petite, elle fait, je crois, 40 ou 50 pages, par Stefano Azara de l'ensemble du travail de Domenico Losurdo. Et cette présentation est très, très dense et chute sur la nécessité de reconstruction du matériel historique. Et ça me semble l'ambition essentielle à avoir pour tous ceux qui veulent participer au mouvement de transformation des choses aujourd'hui. Voilà. Alors, je précise que l'humanité commune, je crois que c'est Delga qui l'a publié. Il est encore disponible, celui-là. Je peux répondre? Vas-y, Jean. Bon, d'abord, si c'est pas le dernier livre, je suis désolé. Bon, c'est un des derniers. Bon, je voulais dire par là qu'il était décédé. Alors, pour ce qui est du collectif sur l'individu, j'ai dit que c'était des thèmes du marxisme dit oriental. J'ai pas dit que c'était nécessairement la pensée de Losurdo. Je pense pas qu'on peut accuser Staline et Mao d'avoir mis l'individu avant le collectif. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai. Et pour ce qui est de Losurdo, j'ai signalé quand j'ai parlé d'Hannah Arendt, qui disait que justement la discrimination raciale aux États-Unis était aussi une entrave aux libertés individuelles. Donc c'est vrai que lui, et il a raison. Pour ce qui est du discours de Staline, 52, je pense que je l'ai vu, je pense qu'il appelait aussi les communistes occidentaux à défendre la souveraineté nationale, ce qui n'est pas exactement la priorité de la nouvelle gauche. Et donc il était, oui, mais n'empêche, oui, Staline a dit beaucoup de choses qu'on peut trouver étonnantes, mais n'empêche, je pense que que le collectif prime sur l'individu, tout en respectant certains droits individuels, c'est même pas incompatible avec le libéralisme. Le problème du libéralisme tel qu'il est chez Arendt, c'est que l'individu prime la société. Le libéralisme, qui est en fait à la base la pensée de la gauche occidentale, il est très bien résumé par Madame Thatcher qui disait la société n'existe pas, il n'existe que des individus et leurs familles. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, ça, c'est vraiment l'essence de la pensée de gauche aujourd'hui en Europe. Et bon, c'est évidemment pas l'idée, même Marx critiquait ça, quoi. Je veux dire, c'est un long débat. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé entièrement la liberté individuelle, ce qui a été fait néanmoins en grande partie dans les pays dits socialistes. C'est un problème compliqué, c'est un problème aussi de situation concrète. Les gens, Lénine et Staline n'ont pas construit une société idéale en fonction d'un modèle préétabli, mais ont essayé de survivre dans un environnement incroyablement hostile. C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas d'opinion sur ce qu'ils ont fait parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. Mais je pense que il faut aussi comprendre que moi, je n'ai pas voulu donner que mon point de vue. Je pense que je connais Losurdo, j'ai discuté avec lui, je l'ai rencontré, je l'ai beaucoup lu, etc. Je ne pense pas qu'il sera en désaccord avec mon exposé, mais mon exposé, évidemment, n'était pas que le livre de Losurdo, mais aussi expliciter ce qui me semble, et ça me semble correct de dire que dans le marxisme dit oriental, on a privilégié la société sur l'individu, et même peut-être trop. Quelqu'un souhaite réagir, poser une question? Alors, moi, je vais te poser une question, mais qui n'est pas directement liée à ton exposé, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Comment justement tu traites la question de la démocratie dans le processus de transformation nécessaire des sociétés? Mais le problème est le problème est toujours le même, c'est que je ne peux pas traiter les choses de façon abstraite et philosophique sans me poser la question de la situation concrète historiquement dans laquelle les gens se trouvent. C'est comme poser la question de l'abolition de l'État en 1942 en Union soviétique. Je veux dire,
c'eût été de la folie à l'état pur. Euh, et même la démocratie. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Le pays qui en fait inspire l'Union européenne et qui est le pays modèle pour les défenseurs du libéralisme, ce sont les États-Unis. Trump a été élu par un discours hyper démagogique, mais il a reçu aussi 100 millions de dollars, 100 millions, c'est pas de Marianne Adelson, qui est la veuve d'un certain Adelson qui a fait fortune dans les casinos à Las Vegas, qui n'est pas un bienfaiteur de l'humanité. Elle a donné 100 millions et explicitement parce qu'elle veut que les États-Unis entrent en guerre avec l'Iran. Ça n'a pas été discuté dans la campagne électorale, les gens n'ont pas voté pour ça. La majorité des Américains, je suis sûr, sont contre ça. Néanmoins, ça risque de se faire parce que Trump est dépendant de ses donateurs. Même lui est dépendant de ses donateurs. Le Parti démocrate l'est entièrement, etc. En quoi est-ce que c'est la démocratie? Je veux dire, les fondateurs de la démocratie moderne ne pensaient pas du tout que tout le système politique allait être acheté par des grandes entreprises ou des riches capitalistes. Ils ne pensaient pas ça du tout, ils n'ont pas pensé ça une seconde. Ils pensaient à la démocratie athénienne. Alors on peut discuter les esclaves, les femmes, etc. Mais n'empêche, là, les citoyens mâles, etc., pouvaient débattre entre eux, pouvaient être informés, etc. Ici, on a une machine de désinformation dans les médias officiels qui est absolument absurde. Et, comment dirais-je, et alors après, c'est complètement corrompu. Alors en Europe, c'est encore pire, parce qu'en Europe, il n'y a pas de souveraineté nationale. Donc je vois la France, maintenant, la gauche française s'exciter à cause de la censure de Barnier. Moi, je suis content parce que ça rend moins probable la possibilité d'intervention de la France en Afghanistan, en Ukraine. Mais sinon, ça ne va rien changer. Même si on changeait le président, qu'est-ce que ça changerait? Il y a l'Union européenne, il y a les traités, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de monnaie. Les décisions sont prises à Bruxelles, les décisions de justice sont prises à Strasbourg, au Luxembourg. Donc et on ne discute pas de ça, on n'en parle même pas. Alors évidemment, tout ça, parler de démocratie comme ça dans l'abstrait, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Alors s'il y a une révolution, s'il y a des transformations comme au Venezuela, par exemple, ou au Nicaragua, moi je constate des Nicaraguayens, par exemple, ils ont pris le pouvoir par la force, ça c'est vrai, contre une dictature. Ils ont organisé des élections, je crois qu'ils ont gagné les premières, ils ont perdu les deuxièmes, ils ont abandonné le pouvoir, ils sont revenus aux affaires. Ça ne leur a fait absolument aucun bien dans le discours dominant. Je ne dis pas que à gauche, il y a peut-être encore des gens qui ont une certaine sympathie pour le Nicaragua, mais en général, le discours, c'est que ces gens ne sont pas démocrates. Je ne sais pas ce qu'ils devraient faire pour être démocrates. Ils sont accusés, attaqués par les Contras, par des terroristes financés par la CIA. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parler de démocratie dans l'abstrait, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, peut-être pour en parler, je dirais de manière plus concrète, euh, que dire, comment tu analyses, et je dis pas, moi je porte pas de jugement hein, sur, par exemple, la situation chinoise, où la plus grande critique qui est mise à l'égard du système chinois, c'est le système, le parti unique, ça serait l'absence de pluralisme politique, l'absence de possibilité d'intervention libre dans le débat politique. Alors évidemment, c'est un reflet de la pensée occidentale et du modèle occidental. Comment toi tu vis les choses par rapport à ça? Écoute, moi j'ai lu beaucoup de choses sur la Chine, je suis tout le temps. Il y a un livre, par exemple, qui explique les succès de la Chine en disant, vous avez la démocratie à la base, des sondages au milieu et la compétence au sommet. C'est-à-dire que à tous les niveaux de pouvoir, les gens sont élus. Ils ne sont pas élus dans un système pluripartite, ça c'est vrai, enfin, il y a quand même plusieurs partis, mais bon, à la base, ils sont élus. Et puis, ce que le parti fait, c'est qu'il fait des sondages d'opinion tout le temps, tout le temps, tout le temps, dont il tient compte pour savoir ce que les gens veulent. Et finalement, l'idée, c'est que les dirigeants, c'est pas des Trump qui viennent là, qui font de la démagogie, qui ont plein d'argent, etc., ou même comme à la Harris qui vaut pas mieux. Ce sont des gens qui ont dû faire leurs preuves, c'est-à-dire vous êtes maire d'une grande ville et puis vous dirigez une province, une petite province de 100 millions d'habitants ou quelque chose comme ça. C'est comme ça que Xi Jinping est arrivé au pouvoir. Il n'est pas arrivé au pouvoir uniquement par des manœuvres internes. Alors, est-ce que c'est une démocratie? Ben, eux, ils estiment qu'ils ont une démocratie, évidemment, suivant des caractéristiques, avec des caractéristiques chinoises, c'est-à-dire où la priorité, c'était comme ça déjà sous l'Empire, les lettrés, etc., c'est des examens, des concours, etc. Et on ne monte pas dans la hiérarchie comme ça simplement parce qu'on a de l'argent ou qu'on est soutenu par Madame Adelson. Bon, c'est un choix, mais il ne faut pas se faire d'illusions sur la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui chez nous. Et pour ce qui est du pluripartisme, il y a un entrepreneur chinois, un type
qui a fait une conférence TED, il fait une remarque très juste. Il dit en Chine, vous ne pouvez pas changer de parti, mais vous pouvez changer vous pouvez changer le système. Si vous réfléchissez à tous les changements depuis la Révolution de 49, la prise du pouvoir par les communistes, y compris sous Mao Tse-tung, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, bons ou mauvais, il y a eu une révolution culturelle, grand bond en avant, mais il y a eu d'autres changements. Et après, vous avez eu Deng Xiaoping, mais après, vous avez encore des changements, parce que Xi Jinping, c'est pas la même chose que Deng Xiaoping, etc. Donc, vous avez des tas de changements, mais vous restez avec le même parti. Et aux États-Unis, où sont les changements? Oui, il y a eu de plus en plus de néolibéralisme, mais qui n'a pas été vraiment décidé par la population, qui s'est instauré par l'augmentation des pouvoirs, comme dans le film de Chomsky que vous allez, enfin, sur Chomsky que vous allez projeter. Ben, c'est une augmentation du pouvoir des multinationales et des riches, mais il n'y a pas eu réellement de changement de politique. Et si vous vouliez changer la politique aux États-Unis, je ne sais pas comment vous feriez, parce que il faudrait rentrer dans des partis, après dans les partis, vous êtes assimilé à la ligne du parti. Vous prenez Sanders, qui était vraiment pas un révolutionnaire, hein, vraiment, vraiment pas. Ben, il a été proprement éliminé 2 fois par le parti, puis c'est tout. Et ça, c'était encore un type qui avait un certain soutien. Si vous prenez les autres, ils n'ont aucun soutien. Donc, en Chine, la politique peut changer, et elle a changé énormément au cours du temps, par des débats internes dans ce parti, soi-disant monolithique. Aux États-Unis, vous avez 2 partis. euh, Comme disait quelqu'un, les États-Unis, c'est un système de parti unique, mais ils sont tellement extravagants qu'ils ont 2 partis uniques. Euh, c'est vraiment un système de parti unique, ce que beaucoup de gens dénoncent, hein, bon, pas que moi. Et donc, moi, je n'ai pas de... Je ne peux pas juger d'abord, je ne peux pas juger le système chinois. Nous avons un système d'élection, etc., qui, à mon avis, ne signifie pas grand-chose parce que vous ne pouvez rien changer. Mettez le nouveau Front populaire au pouvoir en France. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport au traité européen? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport à la dette? Qu'est-ce qu'il va faire par rapport aux créanciers? Qu'est-ce qu'il va faire si les taux d'intérêt explosent, etc. C'est même pas discuté. Donc, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Je suis désolé. Tu évoques comme un des grands éléments importants, bon, j'aurais des choses à dire hein, dans le débat, mais c'est plus par rapport aux positions que tu nous invites à réfléchir. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la, la- l'existence des BRICS, et qu'est-ce que ça peut modifier, je dirais, au niveau des relations internationales? Oui, je voulais encore ajouter une chose sur les Chinois. Moi, je ne connais pas le Vas-y, chinois, mais vas-y, vas-y. apparemment, on peut traduire, on peut traduire automatiquement Weibo, je crois que ça s'appelle. C'est l'Amazon chinois, pas l'Amazon, le YouTube chinois, ou enfin, on appelle ça le Facebook chinois. Et apparemment, il y a beaucoup de débats, hein. Je veux dire, c'est pas du tout la période. C'était pas comme ça sous Mao, ça, je suis bien d'accord. Bien que même sous Mao, si vous prenez les gardes rouges, c'était pas la ligne du parti, c'était compliqué, c'était pas une bonne situation. Mais je pense que justement, les Chinois ont tiré de cette expérience beaucoup d'idées qui, tout en maintenant le contrôle de l'État sur l'économie, ce qui à mon avis est essentiel, acceptent beaucoup plus de liberté de débat. Et y compris à la base, vous pouvez vous plaindre, mais vous pouvez vous plaindre du maire, du gouverneur de la province. Ah, après, ça a un effet ou ça n'a pas d'effet, mais ça peut avoir un effet. Et donc, moi, je n'arrive, je n'ai pas fait l'expérience d'aller voir en traduction automatique ce qu'ils racontent, mais on m'a dit que effectivement, ça bardait, hein. C'est-à-dire, les gens, quand ils ne sont pas contents, ils le disent, et ils n'ont pas peur d'aller dans le goulag, hein. Il n'y a pas de goulag pour des délits d'opinion. Et donc, il ne faut pas toujours fantasmer et revenir. La période, penser que rien n'a changé depuis la période de Mao, c'est comme hein, quand on parle de la Russie, on fait comme si on était sous Staline en 37, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, il faut au moins vivre dans le réel. Alors, comment dirais-je, tu me demandes les BRICS. Ben, effectivement, les BRICS sont en train de changer l'ordre du monde. Il y a- Bon, je me suis rendu compte que finalement, je n'ai pas utilisé tout le temps prévu, mais par peur d'être trop long, j'ai coupé un passage d'un économiste qui est dans mon texte, Jason Nickel, qui fait une analyse détaillée des échanges nord-sud, des rapports nord-sud. Et lui, il conclut qu'en fait, il y a des transferts de richesses du sud vers le nord, contrairement à ce qu'on raconte, et que ces transferts sont énormes et sont liés à des différentiels dans les rémunérations à qualification égale, parce qu'évidemment, il y a des gens qualifiés dans le tiers-monde maintenant, et donc à qualification égale entre les gens des pays du Sud et du Nord. Et il estime que si on devait mettre fin à ça, on devrait réduire notre niveau de vie de 50%. Alors ça, ce n'est pas les économies de Barnier ou de qui que ce soit, hein. Ça serait beaucoup plus drastique. Et donc, bon, je ne sais pas s'il a raison, il est contesté, mais il a beaucoup de chiffres avec des sources totalement officielles. Et l'article que je voulais citer était publié dans Nature, hein. C'est pas n'importe, c'est pas un rigolo, quoi. Bon, bref, toujours est-il que
Je pense que les BRICS sont en train de changer l'ordre du monde, comme je l'ai indiqué. Et par exemple, la dédollarisation. Pourquoi est-ce que Trump veut mettre 100% de droits de douane? Il croit que Trump, c'est l'Amérique, 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 l'Amérique. Oui, on verra ce que l'Amérique arrive à faire, hein. Il va exterminer tout le monde à Gaza. Il va faire OK, on verra, on verra. Mais c'est la grande gueule absolue. Mais on verra ce qu'il peut faire. Moi, je pense que si vous mettez 100% de droits de douane, il dit toujours que c'est les autres qui vont payer. Mais en réalité, c'est les conservateurs américains qui vont payer. Donc, c'est inflationniste. Il a été élu pour une fin d'inflation. Il veut faire de l'inflation tous azimuts avec des droits de douane sur le Mexique, sur le Canada, etc. Il a dit à Trudeau que Trudeau dit non, mais ça va faire du tort à l'économie. Bon, alors vous n'avez qu'à devenir le 51e État et vous nommerez gouverneur. Oups. Donc, il est vraiment d'un mépris, d'une arrogance sans borne. On verra ce que ça donne, hein, mais pour moi, il s'enfonce dans le déclin. Mais évidemment, nous, alors là, l'Europe, ce qui est catastrophique avec l'Europe, c'est qu'il n'y a plus rien, quoi, hein. Il n'y a plus rien. L'Europe ne fait plus rien, elle ne produit pas. Elle vit du passé et elle vit d'impression de monnaie, de trucs comme ça. Les États-Unis aussi. C'est pas une solution. Donc, moi, je pense que les BRICS créent d'une certaine façon, oui, une nouvelle internationale, mais une internationale qui, comme je dis, est sans fanfare, c'est-à-dire vous trouvez des islamistes chiites comme l'Iran, des bolivariens qui sont plus ou moins chrétiens, mais très à gauche comme le Venezuela et le Nicaragua. Vous trouvez des pays, vous trouvez la Chine, qui est encore un pays nominalement communiste, le Vietnam. C'est compliqué, c'est un autre monde qui se crée, qui n'est pas, comme je dis, qui est issu, un lointain descendant de la conférence de Bakou, ça je le crois. Mais évidemment, ce n'est pas la même rhétorique qu'à Bakou. Et je pense que les Français, les communistes français ou la gauche française doivent absolument réfléchir. Moi, je suis toujours frappé quand je parle des Français, c'est combien ils pensent que la France est une île, qu'on va faire toutes sortes de choses magnifiques en France sans se préoccuper du reste du monde, alors qu'on fait partie de l'Europe, on fait partie de l'OTAN, on a des millions de contraintes auxquelles on ne réfléchit même pas et auxquelles on ne pense même pas se libérer. Je veux dire, c'est comme si on avait proposé de construire le socialisme en Algérie française, hein. Je veux dire, on en est là, quoi. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un là qui souhaite, ou quelqu'une qui souhaite intervenir? Ou poser une question, hein, tout simplement. Marie-Claude? Non? Christian? Non? Ah, mademoiselle, attends, mais non, non, mais justement, allez-y. Avancez-vous, parce que sinon on risque de ne pas entendre. Elle évoque le fait que tu as énoncé que nous étions déjà dans une guerre mondiale. Qu'est-ce que tu mets derrière cette évocation? Ben, il y a une guerre en Palestine. La guerre s'étend à la Syrie. Il y a sans arrêt des menaces de guerre contre l'Iran. Il y a une guerre en Ukraine. Mais chaque fois, vous avez les mêmes blocs des deux côtés. Les États-Unis, alors là, c'est tout à fait scandaleux, ils ont reconnu la théorie d'une seule Chine et ils n'auraient jamais fait, les capitalistes américains n'auraient jamais fait des milliards et des milliards de profits qu'ils ont fait en délocalisant vers la Chine s'ils n'avaient pas accepté ça. Ils l'ont accepté. Et maintenant, ils disent, ah, mais non, Taïwan, on n'y a pas pensé, il devrait être indépendant, on soutient l'indépendance de Taïwan, etc. Les Chinois sont, de façon compréhensible, absolument furieux. C'est d'ailleurs intéressant que maintenant, les Chinois ont pris des mesures de rétorsion, de sanctions économiques contre les États-Unis. Ils ont décidé de ne plus exporter un certain nombre de matériaux stratégiques vers les États-Unis. C'est la première fois qu'un pays du Sud fait ça vis-à-vis du Nord. Le Nord a fait ça sans arrêt, invasion, envoyé de canonnières, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est le Sud, un pays du Sud global qui fait ça. C'est une guerre économique et militaire. Économique avec les sanctions contre le Venezuela, contre Cuba, contre le Nicaragua, contre tout ce que vous voulez, et contre l'Iran. Puis militaire, sur le terrain, les gens meurent. Aujourd'hui, à Hama, on se bat en Ukraine, on se bat. Et à Taïwan, bon, les Chinois sont suffisamment forts pour éviter qu'il y ait un conflit, mais les Américains font tout pour qu'il y en ait un. Et donc, évidemment, je ne vous parle pas de Gaza, hein. C'est d'ailleurs intéressant parce que Gaza, c'est vraiment la fin, pour moi, c'est la fin de l'idéologie des droits de l'homme. Il a fallu intervenir en Libye, il a fallu intervenir en Syrie, il a fallu intervenir partout, partout, partout. Évidemment, on commençait par la Yougoslavie, au nom des droits de l'homme. Et tiens, vous ne faites rien pour Gaza? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez oublié? Il y a rien qui se passe à Gaza, il n'y a rien qui se passe au Liban, en territoire occupé, rien. Non, 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 ça c'est différent. Ça, c'est différent. Quand les démocraties ont décidé d'exercer leur droit à la défense, alors là, c'est autre chose, évidemment.
pire barbarie. Une dernière question. Marie-Claude, tu souhaites intervenir? Rapproche-toi, mais comme ça, tu seras près de la place que tu vas occuper après. Bon, j'arrive en retard, je m'en excuse, mais il y a quelques petites difficultés de circulation à Bordeaux. Il y a quelques manifs. Et enfin, bon, j'ai entendu justement une partie de l'exposé qui donnait en fait un large extrait des opinions de Noam Chomsky sur la soit dite French Theory. Donc, ma question était, je n'ai pas saisi si vous vous adhériez complètement au discours ou si vous aviez, que je trouve quand même assez caricatural. J'ai l'impression qu'en effet, c'est la réception qu'on a eue de cette dite French Theory aux États-Unis et ce qu'on en a fait, mais c'est quand même la vider un peu de son sens. Donc, est-ce que vous pouvez répondre? Moi, je ne pense pas du tout. Exactement la même question. Chomsky venait souvent à Vincennes dans les années 70 et il était très en contact avec des gens comme Kristeva et d'autres. Il a lu le texte je peux vous envoyer tout le texte, hein, c'est un texte où il répond à des gens qui disent tu n'as pas de théorie. Alors il parle de Derrida, il parle qu'il a lu. En linguiste, on ne peut pas dire qu'il est les commentaires sont très gentils sur le structuralisme, etc. Toutes ces choses-là sont des choses que lui connaît bien et qu'il a analysées en détail. J'ai cité seulement un truc qui me paraît un test que moi j'ai lu moi-même. Quand j'ai demandé, par exemple, à quelqu'un qui était une fan de Derrida de m'expliquer ce que disait Derrida, elle m'a dit, viens à Paris 5 jours et je t'expliquerai. Mais si je demande à quelqu'un, un biologiste, de m'expliquer la théorie de l'évolution, en 5 minutes, il m'explique de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Après, évidemment, je peux étudier exactement ce que dit Chomsky. Il y a des livres, il y a Dawkins, il y a toutes sortes de livres que vous pouvez lire pour en savoir plus et que j'ai lus. Mais le problème, c'est que, comme dit Chomsky, c'est un saut quantique qu'il faut faire. J'aime pas cette analogie, mais disons, un saut quantique qu'il faut faire pour rentrer dans la théorie. Et c'est quand même bizarre que des gens comme Chomsky, qui sont vraiment des gens d'une intelligence, que moi je trouve d'une intelligence exceptionnelle, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, c'est autre chose, mais euh, d'une intelligence exceptionnelle, ou Russell, ou des gens comme ça, chaque fois ils se trouvent face à des textes, ils disent, moi je ne comprends pas, et personne ne m'explique ce que je dois faire pour comprendre, alors que je comprend, c'est vrai, il comprend, il expliquait la relativité à ses enfants quand ils avaient 10 ans, il comprend la théorie quantique à un certain niveau, il connaît très très bien la biologie, et évidemment il connaît pas mal de mathématiques, mais Derrida, il ne comprend pas. Alors, comment c'est possible? Il y a un problème épistémologique, il y a un problème de bon sens, de sens commun, d'accord? Et c'est un truc qui remonte à Rabelais, d'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est plus compliqué quand même. Vous Non, moquez, je pense que c'est posez pas des questions sur le discours. pas d'accord du tout. C'est pas pour défendre du tout la France théorie, mais la question de l'accès à ces œuvres, ça se fait par l'écriture. Et effectivement, la puissance d'écriture, c'est-à-dire la façon de pouvoir alors, penser la métaphysique, évidemment, entre guillemets, mais bon, je peux m'approcher. Mais, excuse-moi, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas être trop réactionnaire. Effectivement, mais il y a un débat en France depuis très longtemps aussi. D'abord, ça n'a jamais existé la French Theory, parce que si tu prends Foucault, ça n'a rien à voir avec Derrida, et que ce mouvement post-structuraliste, parce que ça a été conçu, le structuralisme, comme post-structuraliste, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tu as à un moment donné l'évolution dans ces penseurs qui excuse-moi, sur la discursivité, par exemple, sur Foucault, c'est extrêmement important. Derrida, sur la question de l'espacement des signes, c'est extrêmement important. La question, c'est d'entrer dans leur œuvre. Je suis assez d'accord, voilà, que c'est compliqué d'y rentrer et que surtout, le journalisme, je déteste, si tu veux, tous les magazines français qui ont soi-disant vulgarisé, alors c'est aussi vrai, moi je suis élève de Michel de Certeau, c'est vrai aussi de gens qui ont eu un écho dans les universités américaines, effectivement assez libéral, etc., mais qui en même temps n'avait pas abandonné le marxisme, même Deleuze, tu vois, donc, mais qui a eu un courant. Deleuze, il est quand même repris aujourd'hui par Isabelle Stengers, il est repris par Latour, il est repris par Didier Debèze, donc il faut faire très attention à ne pas être trop caricatural, même si par moment, effectivement, c'est irritant, c'est vrai que c'est irritant, mais faisons attention de ne pas être réactionnaire, parce qu'au moment où on en a besoin, au moment où on subit des attaques, mais alors tu l'as dit, oui, c'est une guerre, etc. Je suis d'accord. Faisons attention entre nous d'être un peu plus cool, quoi. Enfin, plus. Oui, cool au sens qu'on dirait les jeunes.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Excuse-moi, j'ai un peu eu le cri du cœur parce que tout ce que tu as dit est passionnant. Donc voilà, ça me semblait un petit peu Ok. réactif. Non, mais écoutez, Laisse-moi juste dire un mot. vas-y, oui, 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 Pour terminer là-dessus. c'est pour terminer. Oui, oui, vas-y, Jean. Isabelle Stenger, c'est ma compatriote, je la connais très bien. Enfin, pas personnellement, mais je connais bien ses écrits. Latour aussi, j'ai écrit là-dessus. On a écrit le livre avec Sokal là-dessus, sur les penseurs postmodernes, etc. On pourrait avoir un long débat là-dessus, mais je ne pense pas que la défense de la clarté est réactionnaire. Ça, je suis désolé, elle n'est pas réactionnaire. Bon, je vais conclure là-dessus parce que... Oui, 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 oui. Non. Pas de souci. Merci beaucoup, à la fois pour les réflexions de Jean et puis pour les questions qui ont été soulevées dans la salle. Merci Jean L'année et à prochaine, très un bientôt. séminaire sur la French Theory, si tu veux. Ok, avec plaisir, pas de problème. OK. On se retrouvera là-dessus. J'ai noté.